Un de mes premiers souvenirs. J'avais 4 ans. Je roulais avec ma voiture à pédales, une Ferrari métallique rouge, au milieu des convives, lors de l'un de ces vernissages somptueux qu'organisait mon père pour présenter ses peintures au public. Je klaxonnais, et tous ces gens importants, coupe de champagne à la main, s'écartaient, me regardaient passer, l'air amusé, me posant des questions. « C'est donc toi le fils du peintre ? Tu veux aussi devenir peintre quand tu seras grand ?» Je roulais en direction de mon père, qui était dans une conversation animée avec des convives. Il m'apercevait et me faisait signe de venir. Il me présentait à tous ces gens importants. Il racontait mes exploits. Quels exploits est-ce que j'aurais pu avoir fait du haut de mes 4 ans ? Il exagérait souvent. Il était si fier de moi. Le lion présentait le lionceau à la foule. Et la foule applaudissait. Quand j'avais 9 ans, ma famille quitta Paris pour s'installer dans la campagne normande. Moi qui n'avais connu que les villes bétonnées, je découvrais pour la première fois la joie de courir dans les champs de blé sauvage. Nous avions acheté la salle des fêtes d'un village, un grand manoir qui semblait n'avoir accueilli personne depuis un siècle, et nous avions entrepris des travaux pour le rendre habitable. Dans ce petit village, où la vie du quotidien n'avait rien qui sortait de l'ordinaire, notre étrange famille qui venait s'installer dans l'immense manoir soulevait bien des mystères. Bien vite, les enfants du voisinage vinrent toquer à la porte, afin d'assouvir leur curiosité. Échappant à la surveillance de mes parents, je suivais le chef de la bande qui voulait me présenter à ses copains. Ils me posèrent une foule de questions, sur ma famille, sur la vie à Paris. J'étais moi aussi très curieux, je voulais découvrir leur jeu. Ils m'emmenèrent loin derrière les maisons, là où les herbes sauvages nous piquaient parfois. Avec nos petits bras, nous avions soulevé une bouche d'égout, et avec des éprouvettes que nous avions fabriquées en utilisant du fil de fer et des filets en plastique de pommes de terre, nous nous amusions à capturer des grenouilles. C'était la première fois que je voyais des grenouilles. En cet instant, sous ce soleil, et avec mes nouveaux amis, je me sentais vivre. Je n'avais pas le souvenir d'avoir été un jour aussi heureux. Je bénissais mes parents de nous avoir emmenés à la campagne, et je me réjouissais d'avance de toutes les aventures que j'allais vivre avec mes nouveaux copains. C'était comme un rêve que l'on voulut qu'il dure pour toujours. Mais le bonheur fut de courte durée. Mes parents m'avaient dorénavant interdit de suivre les copains aussi loin. Nous pouvions jouer devant la porte de la maison, mais pas plus loin. Moi qui avais une si grande soif d'aventure et d'exploration, je le vivais comme une trahison. C'était injuste. La vie aurait pu être si belle. Qu'est-ce que je haïssais les adultes. Je devais aller à l'école, rester assis toute la journée à me remplir la tête de toutes ces dates historiques. Et en plus de cela, je n'avais même pas le droit de faire des bêtises. Observant les adultes, je ne voyais en eux aucune joie de vivre. Aussi je savais que je grandirais un jour et que je deviendrais comme eux. Aussi loin que je pouvais comprendre les choses, je pensais qu'ils nous punissaient, car eux ne pouvaient plus être joyeux. Ils nous jalousaient. Alors ils nous obligeaient à faire toutes ces choses d'adultes, à s'asseoir, à apprendre, à être sérieux et à ne pas faire de bêtises. Qu'est-ce que je haïssais les adultes. Le bonheur de faire des bêtises, d'aller avec les copains se battre avec les bandes des villages voisins, d'aller voler des bonbons, de jouer à l'épée avec des branches mortes, réunir les copains et aller explorer là où c'était interdit, voir ce qu'il y avait derrière le mur. Les choses les plus belles de la vie nous étaient interdites. Un an plus tard, nous retournions nous installer à Paris. Les années passèrent, et ma joie de vivre se transformait en rancœur. Durant mon adolescence, je m'étais souvent demandé comment est-ce que j'allais accomplir mon grand destin, quels allaient être mes accomplissements. Il était hors de question que je reprenne le flambeau du clan. Mes 2 parents étaient des peintres, et pour ma part, je considérais cela comme immoral. J'avais souvent vu des gens dépenser le prix d'une maison pour acheter un bout de papier sur lequel mon père avait étalé de la couleur, et je pensais que ces gens-là ne comprenaient rien. Pourquoi acheter une représentation de la réalité, alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux et de regarder autour de soi pour contempler cette même réalité? L'art était une supercherie d'adultes. Ces œuvres hors de prix se retrouveraient en plus dans les salons des riches. Tout cela était bien loin de mes considérations sociales. Malgré cela,
Mon père avait réussi avec tout cet argent à construire cette grande famille. Souvent, il nous réunissait à la fin d'un repas et nous racontait les histoires sur notre famille, sur ce qu'ils avaient traversé pour arriver jusqu'ici. Des histoires que je n'aurais pas le cœur à raconter et qui appartiennent à ma famille. Je savais ce qu'il essayait de faire. Ces histoires avaient pour but de créer un sentiment de gratitude chez moi qui me rendrait responsable. Mais cela ne marchait pas avec moi. Mon père vieillissait. Un jour, il est venu me voir pour me dire qu'il n'avait plus la force de continuer, qu'il avait poussé notre clan du bout des bras pour l'amener jusqu'ici, mais qu'il était trop vieux, trop abîmé pour continuer. Mon père, l'homme qui n'avait jamais supplié personne, m'implorait, moi, l'homme que je n'avais jamais vu pleurer. Ce jour-là, je l'ai vu. Il m'a supplié de prendre sa place en tant que chef du clan. Je regardais dans le vide. Je ne répondis pas. Une dizaine d'années plus tard, après une longue agonie, le clan avait fini par se dissoudre. Un intense sentiment de liberté s'était emparé de moi. Toute ma vie, j'avais vu les gens de mon âge s'amuser, faire toutes ces choses qui m'étaient interdites. Maintenant, c'était mon tour. J'allais rattraper le temps perdu, et plus encore, j'allais réaliser tous mes souhaits. Je vivais quelques années d'insouciance, loin de toute contrainte. Malheureusement, le monde est ainsi fait et toujours. Le fruit sucré finit par avoir le goût de l'amertume. J'avais épuisé la vie. Je voulais autre chose. Il me manquait une chose. Je voulais la vérité et la sagesse. Je me plongeais dans l'étude du monde et je goûtais à la drogue du philosophe, celle qui ouvre le troisième œil. Elle m'apprenait que nous étions tous un, que nous étions tous la même personne dans des corps différents, que le temps n'existait pas et que la seule vérité était l'infini. Si le monde savait cela, les guerres cesseraient, la bonté régnerait. Mais le monde n'était pas prêt pour ce savoir. J'étais un philosophe enfermé dans sa tour. Le seul contact que j'avais avec le monde réel, c'était quand j'allais au supermarché. J'avais pris l'habitude de n'utiliser que les caisses automatiques. Dire bonjour à quelqu'un, même à une caissière, était une trop grande dépense d'énergie. J'aimais les gens, simplement. Je préférais ne pas les voir. Peut-être que j'avais honte. Chaque année, ma mère venait du bout du monde pour voir ses enfants. Je lui disais que j'avais des grands projets. Je pense qu'elle était triste de me voir ainsi. Je n'étais pas triste. J'avais même encore un peu de malice en moi. Un jour, pour voir sa réaction, je décidai de lui expliquer ma grande théorie sur le monde. J'avais passé des mois à réfléchir à la grande question. Que faire dans ce monde? Et j'avais fini par trouver une réponse. Évidemment, je savais qu'elle n'était pas prête pour l'entendre. Elle n'était après tout qu'une personne normale. Je voulais la provoquer. Cela m'amusait. Je lui expliquais. Pour créer un monde parfait, un monde juste, il faudrait mélanger tous les bébés à la naissance. Quand une mère donne naissance à son bébé, nous lui prenons, par la force, et le donnons au hasard à une autre mère. Et la mère qui a donné naissance se voit attribuer un bébé, celui de quelqu'un d'autre. Évidemment, il serait interdit de retracer sa généalogie ou de chercher à trouver son enfant. De cette manière, les gens développeront un profond amour pour la société, sachant que leur enfant serait là, quelque part. Ils aimeront aussi l'enfant qui leur a été attribué, et ils apprendraient à ne pas seulement aimer leur descendance, leur gène. L'enfant d'une famille de pauvres pourrait se retrouver dans une famille de riches et profiter d'une bonne éducation qu'il n'aurait pas eu autrement. À terme, le monde connaîtrait la paix ultime, et il n'y aurait plus jamais de raison de faire de guerre. Comme je m'y attendais, ma mère fut choquée. Elle protestait contre ma théorie, mais quand je lui demandais un seul argument rationnel, elle était incapable de m'en donner. Elle ne pouvait que dire que c'était horrible et que je me trompais lourdement. Elle était vraiment très choquée. Elle avait du mal à s'exprimer. Je me disais qu'il était évident qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle-même a des enfants
Elle ne peut pas imaginer un monde juste où on lui aurait enlevé ses enfants de force. Ces questions-là ne sont pas faites pour les gens normaux. Ils n'ont pas les épaules pour cela. Dans un sens, changer le monde demande un cœur de pierre. Il faudrait faire traverser l'enfer au monde pour arriver au paradis. Et les gens ne veulent pas traverser l'enfer. Seule une poignée d'élus le peut. J'errais dans Paris. Ma tête pensait une chose, mais mon cœur m'en disait une autre. Je savais qu'en parlant de cela à ma mère, je la provoquerais. Mais je ne m'attendais pas à un tel choc. N'ai-je pas les épaules pour changer le monde? Ou bien est-ce vraiment une mauvaise théorie? Je finissais par penser que je n'avais pas les épaules. Un livre me tombait entre les mains. Crime et châtiment, de Dostoïevski. C'était l'histoire de Raskolnikov, un étudiant qui se savait appelé à un grand destin. Il décidait de tuer une vieille dame, parce qu'il avait besoin de son argent. Au fond, il la tuait pour savoir s'il en était capable, pour savoir s'il avait les épaules de ceux qui ont un grand destin. Suite au meurtre, il devenait fou de culpabilité. J'accompagnais Raskolnikov dans sa folie. Je culpabilisais. Pourquoi culpabilisais-je? Je n'avais jamais commis de meurtre. J'avais fait plein de bêtises dans ma vie. Des petites bêtises. Rien du tout. Mes errances dans Paris me conduisaient au Louvre. Je l'arpentais tous les jours. C'était le dernier endroit où j'aurais cherché des réponses. Moi qui avais toujours méprisé le désir humain pour la beauté, un jour je pleurais devant un tableau. Un autre jour, j'entendis les statues me parler. Ce n'était pas une voix, c'était plus profond que cela. Elles me suppliaient. Elles me disaient: ne nous oublie pas. J'ai 30 ans aujourd'hui. Je ne veux plus de grand destin. Je sais que jusque-là j'ai raté ma vie. Je sais tout du déshonneur et de la lâcheté. Je cherche au fond de mes souvenirs les enseignements de mon père et je le laisse me guider pour le temps qu'il me reste. Je sais que même s'il ne me restait qu'un seul jour à vivre, il ne serait pas trop tard pour le vivre dignement. Quant à ces statues, je suis hanté par leur voix, mais je ne veux pas qu'elles cessent. Je veux que les autres les entendent. Je veux que les gens sachent qu'en tendant l'oreille, nous pouvons entendre les morts. Et que si nous vivons nos vies d'une certaine manière, quand nous serons morts, s'il existe encore un peu de courage dans ce monde, nos voix porteront encore.